Bonjour à vous qui nous regardez sur KMT, sur LCL, sur Internet, kmttélévision.com, et puis à vous qui avez choisi la radio pour suivre cette émission Conversation, la radio 89.8, c'est FM+, bien sûr. Conversation aujourd'hui vous propose de rencontrer, de faire la connaissance peut-être, ou de rencontrer à nouveau Dominique Monotuka. Bonjour. Bonjour Dani. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous avez déjà participé à une émission Conversation il y a déjà plusieurs années avec Roland Laouché. Mais enfin, vous m'avez dit à peu près 3 ans. Oui, il me semble. Donc en 3 ans, vous avez évolué, vous avez avancé, vous avez fait d'autres choses. Je ne pense pas que vous ayez fait un autre livre. Celui-là, c'était Ne m'appelez pas créole. Et c'est ce dont nous allons parler aussi, peut-être d'une autre manière, avec de nouveaux apports. Ne m'appelez pas créole, un livre qu'on peut trouver encore dans les librairies martiniquaises, je crois. Hein. Alors on peut en trouver, mais difficilement, mais là justement... vous allez faire une réédition? Voilà, une réédition. Ah, bah, tant mieux. Tant mieux, très bien. Avec des apports nouveaux Alors, je voudrais préciser que entre-temps, il y a un autre ouvrage qui est sorti. En fait, ah bon? Oui, Adieu le Code Noir, que j'ai publié voilà, il n'y a pas longtemps. Adieu le Code Noir. Adieu le Code Noir. Vous auriez dû en me 2008. Voilà, vous auriez dû me l'avoir dit. Ça vous a échappé. Bon, et puis me l'avoir apporté au moins. Bon. Enfin, Dominique Monotuka, vous dites donc ne m'appelez pas créole. Vous dites que la créolité est une idéologie raciste. Vous dites même que c'est une conspiration colonialiste. Il va falloir nous expliquer tout ça quand même, parce que la créolité est brandie par de grands auteurs, de grands écrivains martiniquais, Bernabé, Chamoiseau, Confiance, ce ne sont pas les moindres. Et vous dites non, vous n'êtes pas d'accord. Alors, je l'ai toujours dit. Bon. Ma démarche, en fait, elle n'est pas du tout d'ordre, je dirais, de controverse provocatrice ou autre. Vous n'avez pas envie de vous battre? Mon approche est une approche, en fait, qui se veut scientifique. Et donc, lorsque on prétend en fait faire œuvre d'histoire ou d'historien et qu'on décrète en fait qu'être créole est issu de telle chose et veut dire telle chose, créoliser veut dire telle chose historiquement. Lorsque par exemple on écrit en fait que maître esclave blanc, ouvrier et blanc et ouvrier et blanc en fait dans l'habitation se créolise, il faut nous dire en fait en quoi consiste cette créolisation qui se joue sur l'habitation, et les documents d'archives sont là pour nous permettre en fait de savoir en quoi ça consiste. Et donc c'est vrai que Confiance, Bernabé et Chamoiseau notamment ont écrit un ouvrage qui s'intitule L'éloge de la créolité et dans lequel en fait ils font un certain nombre d'allégations et une certaine je dirais démonstration qui à l'analyse en fait ne tiennent pas debout. Je veux dire que ce sont des allégations infondées historiquement alors qu'ils font référence à l'histoire. Quelles allégations par exemple? Par exemple, lorsque ils nous disent que être créole en fait c'est le fait d'être né dans les colonies, ça c'est une allégation fausse pour justifier en fait que l'on emprunte en fait l'identité créole pour dire en fait que nous sommes des créoles parce que justement nous sommes nés dans les colonies, nous sommes issus des colonies. Lorsque il nous dit en fait que eh bien comme le blanc créole nous devons revendiquer en fait, nous les afro-descendants devons revendiquer en fait cette identité là, eh bien c'est une aberration, je le dis très clairement, c'est une aberration parce que en réalité lorsqu'on prend les archives, on constate que premièrement ce sont les colons en fait évidemment
qui ont employé ce terme de créoliser, et ils l'emploient très clairement, et qui nous disent ce que ça signifie, en quoi consistait être créole, en quoi consistait créoliser l'individu. Donc tout à l'heure, je pourrais vous lire en fait des passages d'esclavagistes en fait qui le dit en fait ce que ça signifie. Et deuxièmement, pas seulement ça, les historiens disent, avec une méthode très scientifique, très honnête, ce qu'est le processus de créolisation. C'est quoi créoliser? À l'issue de leur travail de recherche, ils nous disent ce que c'est. Et lorsque, je disais, dans l'éloge de la créolité, ces auteurs, en fait, nous disent tout le contraire, eh bien, c'est qu'ils ont des intentions, ils ont des intérêts qu'il convient, en fait, de démasquer. Alors, le temps nous a permis, non seulement, en fait, de démontrer c'est quoi la créolisation, avec l'appui, d'ailleurs, spontané, qui n'a pas été demandé d'ailleurs d'historiens. Tout à l'heure, je disais tout à l'heure à citer les historiens, mais aussi le temps nous a fait que, notamment Confiant, lui-même nous a dit pourquoi en fait la créolité et quelles sont les démarches en fait au moment où ils ont élaboré ça, quelles sont les démarches en fait qu'ils ont pu entreprendre en vue de faire triompher cette idéologie. Là aussi, je pourrais citer Raphaël Confiant, qui nous parle en fait qui nous dit pourquoi la créolité et ses échecs aussi. Voilà. Donc, alors, c'est la créolité, Dominique Monotuka, cette créolité, elle est prônée par des gens qui veulent rassembler, qui nous parlent de partage, par exemple, qui nous disent que nous constituerions un 6e continent qui a des origines, dont les êtres qui y vivent ont des origines différentes, et que pour rassembler tout ce monde-là, l'idée, pour rassembler tout ce monde-là, c'est de dire que nous ne sommes pas africains, nous ne sommes pas nègres, enfin bon, je ne sais pas s'ils disent nous ne sommes pas nègres, parce que Édouard Glissant, par exemple, lui dit que la créolité n'empêche pas d'être nègre. Mais enfin, nous sommes une nouvelle donne, un nouveau monde, un 6e continent. Et alors, beaucoup de gens ont l'air de vouloir adhérer à ça parce que ils sont fatigués de la recherche de l'identité, de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, etc. Et ils ont envie de se reposer un peu de tout ça. Selon vous, donc, il y aurait une idée derrière ça, et une idée malsaine, laquelle? Oui, d'abord pour vous expliquer, je vais lire en fait 2 passages, si vous me le permettez, de façon à ce que tout de suite éclairer les téléspectateurs. Voilà ce qu'un esclavagiste, Paulien de Sainte-Marie, nous dit. Je lis. Voilà. C'est un ouvrage en fait qui date de 1700, première édition 1792, donc nous sommes dans la société esclavagiste. Et Paulien de Sainte-Marie, je pourrais donner les références, il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez répéter son nom Paulien de Sainte-Marie. Paulien de Sainte-Marie. Voilà, c'est un esclavagiste. Voilà ce qu'il dit. Les commandeurs doivent recevoir l'ordre le plus absolu de ne point infliger aucune correction aux nègres débarquant de Guinée. Ils doivent, au contraire, leur expliquer avec quelle douceur ce qu'ils ont à exécuter, leur faire remarquer leurs fautes par la voix de leurs compatriotes, qui doivent, autant que la chose est possible, être mêlés parmi eux lors du travail et logés dans leur voisinage. On doit commencer à les corriger que lorsqu'ils sont assez créolisés pour être jugés capables de commettre des fautes avec connaissance de cause, car alors il serait dangereux de leur tout passer. Fin de citation. Et il dira plus loin, en parlant des Africains, qu'après 2 ans, et je le cite, ils seront créolisés et d'excellents esclaves. Voilà. Alors, voilà ce que l'esclavagiste, et on peut trouver X esclavagistes qui nous dit créoliser. D'accord, mais par exemple, ceux qui parlent de créolité aujourd'hui, peut-être qu'ils donnent un autre sens au mot créole. Tout à fait. Non. Alors, justement, on y reviendra. Là, je vais vous lire en fait l'historien qui va, et qu'est-ce qu'il découvre en fait, c'est quoi la créolisation. Voilà ce qu'il nous dit l'historien. Là, je cite par exemple Florent Gauthier. C'est un ouvrage tout récent d'ailleurs, qui date de 2007. Voilà ce qu'elle nous dit, cette historienne. Les esclaves formaient 2 groupes distincts, selon la division du travail sur la plantation sucrière. Les captifs fraîchement débarqués d'Afrique, appelés bossals, travaillaient au champ. Les conditions de travail y étaient très dures, mais les maîtres laissaient une certaine autonomie aux bossals.
pour permettre la réalisation du processus de créolisation, pour permettre la réalisation, je cite, du processus de créolisation qui consistait à transformer des captifs libres jusqu'à leur capture en esclaves travailleurs, ce qui n'était pas simple. Ce processus de créolisation était à la fois un processus de désocialisation, de dépersonnalisation, de désexualisation, de décivilisation des captifs et un apprentissage des rapports maître-esclave, du travail contraint, de la langue dite créole, ainsi que des formes culturelles encouragées et sélectionnées par les maîtres. Fin de citation. Alors, voilà, c'est quoi, objectivement, le processus de créolisation. Et vous disiez tout à l'heure... À l'époque, donc à l'époque de l'esclavage. Oui, mais ça n'a pas changé. Ça ne peut pas changer. Lorsque vous prenez l'ouvrage, par exemple, L'éloge de la créolité, oui, et que vous analysez cet ouvrage, et c'est ce que j'ai fait dans Ne m'arrivez pas créole, qu'est-ce que vous découvrez? Et c'est ce que je dis. Premièrement, il commence par un je dirais, ce qu'on appelle couramment du négationnisme, en fait, par une négation consistant en fait à présenter une définition tronquée du créole parce que, précisément, la créolité veut se justifier par l'histoire. Rappelez-vous que pour pouvoir en fait faire triompher l'identité, le terme créole comme identité, il se réfère à quoi? Il se réfère à l'histoire en disant qu'en fait, les Blancs étaient reconnus comme étant des créoles, mais nous aussi nous étions reconnus comme créoles en fait dans cette société, et que par conséquent il n'y a pas de raison en fait que eux soient reconnus comme créoles et que nous ne le soyons pas. Et par conséquent, nous avons le droit d'être aussi créoles et que nous sommes tous créoles. Vous voyez. Donc ce que je veux dire en termes stratégiques, il fonde. C'est pas une nouvelle idéologie, c'est une idéologie qui prend sa source, et c'est exactement ce que les auteurs disent, et ils ne peuvent pas faire autrement, qui prend sa source, en fait, une idéologie qui prend sa source dans la période esclavagiste. Et c'est pour cette raison que lui-même, comment il s'appelle, Chamoiseau, par exemple, et c'est pas moi qui le dis, c'est Chamoiseau qui le dit lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, il parle là de la période esclavagiste, lorsqu'en fait il veut dire c'est quoi la créolisation, comment ça a pris naissance, il fait référence à quoi? À l'habitation. Il dit en fait c'est là le processus de créolisation, le créole naît là. Il prend naissance du système esclavagiste. Oui. Et c'est là tout le danger. Ces messieurs veulent faire, ils prétendent faire œuvre d'historien, oui, mais par la négation, en refusant de nous dire c'est quoi réellement la créolisation. Alors, Dominique Motuka, je vous interromps, pardon, mais plutôt que de faire toute l'émission sur la critique du livre L'éloge de la créolité, on va parler plutôt de vous, de ce que vous pensez, vous, et je vais vous demander d'abord, qu'est-ce que c'est selon vous qu'être créole? Qu'est-ce que c'est qu'un créole? Notre langue ici en Martinique, nous avons deux langues françaises, nous avons le créole. Cette langue s'appelle le créole. Comment vous considérez cela? On parle de cuisine créole, on parle il y a des tas de choses auxquelles on donne le qualificatif de créole. Alors, comment vous concevez cela? Et qui êtes-vous, vous? Vous n'êtes pas créole, vous êtes quoi? Voilà. Alors, ça, c'est ma première question, je voudrais que vous y répondiez d'abord. Directement, je vous répondrai. C'est une manière aussi d'aborder le sujet. Alors, d'abord, vous dites en fait que la langue martiniquaise. Non, je voudrais que vous répondiez d'abord à ma dernière question, s'il vous plaît. Ah d'accord, par rapport à la dernière, vous vouliez que je commence par la dernière. Vous n'êtes pas créole, vous n'acceptez pas, ne m'appelez pas créole, c'est le titre de votre livre. Bien. Et on vous appelle comment alors? Qu'est-ce que vous êtes? Brièvement, oui. Brièvement? Oui. Ce que je dis surtout, vous comprenez bien, que surtout, je peux être autre chose, mais sûrement pas créole. Si vous bien le comprendre. Et il faudrait surtout se poser la question, pourquoi je suis martiniquais, je suis un noir, je suis un nègre, je suis martiniquais, et j'ai aucune difficulté à porter cette identité. Et la question qu'il faut se poser... Il n'y a pas de raison d'avoir difficulté à... Non, tout à fait. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, justement, l'esclavagiste ne s'est pas contenté de nous reconnaître comme étant des Martiniquais ou comme étant des Noirs, mais pourquoi fallait-il en fait qu'il crée un certain nombre d'identités, Sakrata, Griffon, créole? Alors, et c'est notre langue s'appelle le créole. Qu'est-ce que vous en faites de ça? Alors, c'est très intéressant, parce que, et c'est là la confusion.
Est-ce qu'il faut changer et dire le martiniquais? Il y a des gens qui disent je parle le martiniquais. Je le dis aussi. Pourquoi? Parce que, et c'est pourquoi l'histoire en fait est très importante dans le sujet de ces problématiques-là. Le blanc, l'esclavagiste, durant l'époque de l'esclavage, s'est approprié tout, y compris nous-mêmes, en termes d'identité. Et c'est lui seul, en fait, qui maîtrisait le système de nomination. Et c'est pour cette raison qu'en effet, eh bien, l'Africain, une fois sous l'autorité de l'esclavagiste, perdait son identité pour revêtir d'autres identités. Et en l'occurrence, ce n'est pas seulement l'homme ou la femme en fait africain qui perd son identité au profit de la maîtrise de cette identité par d'autres, mais c'est aussi en fait tout ce que produit ces Africains, y compris tout ce qui peut exister sous le sol en fait de l'espace colonial, de l'espace esclavagiste. Et en l'occurrence, je vous disais tout à l'heure que l'esclave devenait le bien de l'esclavagiste et qu'il donnait un nom. Mais je dois vous dire aussi que l'esclave ne se contentait pas de ça. Il donnait des noms aux régions, aux territoires, il donnait des noms aussi à la langue. Et en l'occurrence, si notre langue porte ce nom, c'est précisément parce que l'esclavagiste a décidé qu'en fait que c'était son bien. C'était un rapport d'appropriation. C'était pas sa création. Il ne s'agit pas de ça. C'est pas un rapport de création, c'est un rapport de propriété. Oui. C'est mon bien. Oui. Je dois m'identifier. Voilà, cette langue c'est à moi comme vous êtes à moi, oui. Comme vos enfants sont à moi. Voilà. Et donc pourquoi là, il faut comprendre l'histoire pour comprendre en fait pourquoi cette langue porte ce nom-là et non pas le martiniquais par exemple. Oui. Pourquoi vous voyez? Et donc c'est pourquoi j'insiste sur l'histoire. Et je vous dis qu'en fait que c'est répondu très clairement. Voilà, ça c'est très très important. Et c'est en ce sens où l'esclavagiste en fait sait que pour pouvoir maintenir en fait sa domination, il lui faut maîtriser le système identitaire. Il faut que ça soit lui qui dise qui nous sommes, et parce que précisément, et ça je ne vais pas entrer dans le détail, mais on sait l'importance de la nomination et ce que ça signifie. Si vous avez, ça veut dire quoi? Vous devenez dépendant de celui-là même en fait qui vous appelle. Alors quand Roger de Jaham, Béquet bien connu en Martinique, instaure, enfin crée cette association Tous Créoles, vous pensez que sa démarche est la même? Alors, sa démarche est strictement la même. Je vais vous expliquer pourquoi. Là aussi, il faut se rappeler, et je le disais tout à l'heure, pourquoi Confiance, Chamoiseau, Bernabé ont décidé un jour, à un moment donné, en fait, de prôner cette identité-là. Je vais vous lire rapidement, c'est une interview en fait de Raphaël Confiant, et qui nous le dit très clairement, sans aucune ambiguïté. Voilà ce qu'il nous dit. Donc, il fallait à un moment donné proposer une conception identitaire qui réconcilie tout le monde. C'était surtout un appel à la classe dominante. C'était surtout, vous voyez la classification, c'était surtout un appel à la classe dominante, à la classe béquée, blanche créole, pour lui dire de sortir de son enfermement. C'est une étendue pour lui dire que nous la reconnaissons comme martiniquaise, qu'elle partage la même langue et la même culture créole que nous, mais qu'elle doit reconnaître aussi sa part d'africanité, sa part d'indianité, sa part de caribéanité, et elle ne doit pas continuer dans le fantasme d'une francité imaginaire. Fin de citation. Je me permets encore, juste deux lignes encore, de vous lire ceci pour bien comprendre en fait, au moment de la naissance, au moment où ces personnes prennent cette décision d'élaborer ceci. Pourquoi? Je le cite encore. Je disais, ma première déception était le monde politique. Mais ma deuxième plus grosse déception, c'est le monde des Blancs créoles. Nous leur avons tendu la main, en parlant des Confiants, des Chamoiseaux, des Bernabé, etc. Mais en vain, nous avons fait une dizaine de séances de discussion dans l'entreprise d'un Blanc créole qui dirige aujourd'hui une association qui s'appelle Tous Créoles. Monsieur de Jaham, vous en parliez. Bernabé, Relouza, Chamoiseau et moi-même, nous sommes allés pendant un an, une fois par mois, discuter avec ces béquets. Ils étaient une dizaine, nous aussi une dizaine, et nous discutions. Et au bout d'un an, nous nous sommes rendus compte qu'ils n'avaient que faire de la créolité et qu'en fait, ils voulaient nous mener en bateau. Ils avaient toujours l'idéologie suprématiste de dominer ceux qui ne sont pas béquets. Donc, nous avons rompu nos relations. Ça veut dire quoi? Fin de citation.
Alors ça, c'est Ils sont Raphaël Confiant qui dit Raphaël ça. Confiant, mais il restitue ce qui est évident. À l'analyse, on le voit très bien. C'est une opération de séduction. Et la première personne, ou la caste en fait qu'il souhaite séduire, c'est la classe des blancs créoles. Ouais. Et évidemment, au pas qu'à prendre mouche et puis vinaigre. Et par conséquent, ils vont chercher à produire, à donner, à voir, à comprendre en fait une identité qui pourrait, qui les séduirait. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, eh bien, y compris M. Dejean, me dit, mais écoutez, on n'a pas besoin de vous. Ce que vous dites là, en définitif, c'est moi-même. Hein, vous voyez? Donc, par conséquent, il n'y a pas de raison. Si, en définitive, si un jour, en fait, je souhaite prendre la main et mener à bien, en fait, cette entreprise, je le ferai. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Vous voyez bien, en fait, tous créoles, voilà, avec et c'est la première fois, d'ailleurs, entre parenthèses, je le dis, qu'on voit autant de blancs créoles se réunir dans une institution. C'est dire combien la créolité est importante pour cette communauté-là. Oui. Et donc, en l'occurrence, voilà. Et vous voyez bien... On peut voir là-dedans une démarche de conciliation, voire de réconciliation avec les nègres martiniquais. Et justement, j'ai oublié dans l'introduction de cette émission de préciser que vous êtes avocat. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Vous êtes avocat et l'un de vos confrères, qui est avocat aussi, maître Dorling Carter, est membre de cette association Tous Créoles. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en discuter avec lui? Discuter spécialement de Tous Créoles, de cette association? Alors, vous savez, ce que vous dites là, vous avez dit juste avant, au sujet de niveau, la volonté en fait de réconcilier, oui, et puis finalement le moyen qu'on utilise pour pouvoir réconcilier. Comment peut-on avoir l'intention de réconcilier en faisant l'apologie du crime même en fait de l'humanité? Oui. Comment peut-on nous dire que finalement le processus de créolisation, comme en fait les historiens et l'esclavagistes le disent, a été une bonne chose pour nous, et que par conséquent maintenant vanter les effets positifs de l'esclavage? Et je le dis très clairement, mais c'est exactement ça. Et c'est ce que, et ils ne peuvent pas ne pas le faire. C'est ce que vous pensez? Non, c'est pas ce que je, c'est pas ce que je pense. Attendez. Dominique Monotuka, un instant. Il y a des choses quand même qui interpellent. Oui. Par exemple, j'en reviens encore à Roger de Jaham. Sa fille a épousé il n'y a pas très longtemps un Martiniquais noir, il me semble. Donc, alors que la plupart d'entre nous, non, ah non, mais écoutez, mais ça, la plupart d'entre nous reprochent, par exemple, entre autres, aux Békés de ne pas se mélanger, de vouloir préserver leur race. C'est ce qu'a dit d'ailleurs celui qui a été mis en jugement. Donc là, il semblerait qu'il y ait un geste vers... il accepte le mariage de sa fille avec un nègre. Attendez. Nous sommes à deux niveaux d'analyse et de réflexion là. Oui, mais moi je comprends, mais je vais vous répondre justement. Deux niveaux d'analyse. Je ne suis pas en train de dire que les Békés sont ci ou les Noirs sont ci, quoi que ce soit. Nous sommes en train de parler d'une idéologie, de la créolité. Vous dites quand même qu'ils ont une démarche qui est de maintien de nos mentalités, de nous-mêmes, dans un certain état de colonisation. Oui, mais qu'ils le veuillent ou pas, ça c'est pas trop le problème. Ce que je veux dire, les intentions des uns et des autres, vous avez bien vu en fait. Voilà l'intention en fait de Confiant de Chamoiseau, de Bernabé, de Renouza et autres, en fait, qui était de séduire en fait les blancs créoles. C'était leur intention. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Précisément, ils nous le disent. Ils nous disent en fait qu'ils voudraient en fait, je dirais, apaiser la situation. Ils nous disent de façon à ce que, voilà, pour lui dire de sortir de son enfermement. Ils voulaient en fait sortir en fait les blancs créoles de leur enfermement, apaiser, etc. Oui, moi je veux bien qu'on veuille apaiser, mais on ne peut pas apaiser en demandant en fait aux afro-descendants d'accepter que les effets positifs de l'esclavage, de présenter en fait la créolisation de manière négationniste, c'est-à-dire en fait en nous mentant volontairement, je dirais, en ne restituant pas la vérité historique, ce que font les historiens, ce que nous permet en fait les archives, et en nous disant quelque chose de totalement faux. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on prend les écrits en fait des créolitistes? J'ai fait l'analyse en fait, j'ai démontré en fait que dans
L'éloge de la qualité, et puis le livre de Confiant, préfacé par, ou postfacé par Bernabé, j'ai démontré en fait que c'est un discours raciste dans nos Mapipa créoles. Mais c'est pas seulement ça. Vous les accusez de racisme, ces hommes-là. C'est un peu fort, c'est difficile à entendre. Mais le racisme, en fait, c'est difficile à entendre, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle est leur démarche? Est-ce qu'ils seraient les ennemis de leurs propres congénères? Est-ce que c'est ça l'idée? Quelle est leur démarche, à votre avis? Voilà. À votre avis, qu'est-ce qu'ils veulent? Dans mon ouvrage de Mapipa créole, je le dis, je les considère comme étant des victimes. Il faut savoir en fait que nous avons pensé pendant longtemps que nous n'avions rien inventé. Et c'est ça le processus de créolisation. Ce qui caractérise en fait ce système esclavagiste, c'est quoi? C'est précisément le fait qu'on ne nous a pas seulement mis des chaînes dans les bras, aux pieds, mais on nous a en fait manipulé l'esprit. Oui, on nous a, voilà. Et c'est ça le processus de créolisation. C'est comme l'historienne nous le disait, c'est un processus de dépersonnalisation. Oui, mais je vous demande, Dominique Monotuka, je vous demande quel serait le but de ces grands écrivains de talent, quel serait leur but, dans quelle perspective aurait-il envie de faire en sorte de maintenir encore les peuples, les descendants, les afro-descendants, les maintenir dans cette ignorance, Il y a deux temps. Il y a un premier temps, je pense qu'ils ont été des victimes. Et c'est ce que je dis d'accord, ils sont des victimes. Ils sont des victimes, ça veut dire qu'ils avaient l'intention. Ils sont des hommes intelligents. Ils avaient l'intention, je crois. Ils avaient une bonne intention. Ils avaient l'intention, en fait, finalement, de nous donner les moyens, en fait, de sortir sous la domination coloniale. Ça, c'est clair. Je ne crois pas qu'il faille avoir de doute là-dessus. Cependant, l'instrument qu'ils ont utilisé, le discours qu'ils ont utilisé, est un discours, en fait, condamnable. Et aujourd'hui, lorsque, en effet, on se pose la question alors où ils en sont, eh bien, eux-mêmes nous disent où ils en sont. Et lorsque nous considérons en fait le discours de Confiant, de Chamoiseau et autres, nous voyons quoi? Nous voyons que ils n'ont pas d'éléments de réponse en fait, évidemment, au problème de l'histoire. Vous allez même plus loin, vous dites qu'il s'agit d'organiser l'oubli de nous-mêmes. Tout à fait. Mais c'est pas le projet des créolistes. C'est pas le projet c'est pas le projet de Confiant, de Chamoiseau et de Bernabé. Ça c'est le projet de l'esclavagiste. Oui. Créoliser, c'était ça, c'est déciviliser, dépersonnaliser. Mais lorsqu'on reprend, comme ils nous disent que nous sommes créoles, le processus. Mais c'est ça justement, c'est précisément le. Vous en avez déjà discuté avec eux? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'être en face de Raphaël Confiant, par exemple, et en admettant qu'il soit capable de parler sans agressivité, est-ce que vous avez pu avoir un échange? Je vais vous dire, j'ai fait une conférence à l'université, au campus. J'ai fait plusieurs, en fait, il y a le Palima, par exemple, qui a organisé en fait une confrontation suite à mon ouvrage et à mes conférences. Voilà. Et ils avaient invité en fait, les Chamoiseaux, les Confiants, qui s'étaient gardés bien amis. Personnellement, j'avais dit oui. Ils sont venus? Ils ne sont pas venus. C'est quelqu'un d'autre qui est venu. Qui donc? L'un des représentants. Oui, sans doute, oui. Oui, il est enseignant au campus. Donc, donc vous me répondez que vous n'avez jamais eu l'occasion de discuter avec Raphaël pas seulement Confiant. là, non mais je termine. Deuxièmement, il y a eu en fait à Sainte-Anne en fait encore une fois en fait une confrontation qui avait été organisée, si je puis dire directement. Eh bien, c'est William en fait l'enseignant William en fait de l'université en fait qui est venu à la place de Chamoiseau, alors qui était invité, etc. Donc à ce niveau, en fait, je reste d'ailleurs toujours disponible. Il refuse le débat, donc. Oui, mais manifestement, et je pourrais aller plus loin. En tous les cas. Comment vous comprenez ça, qu'il refuse d'avoir un échange avec vous et ceux qui pensent comme vous? Mais écoutez, il ne s'agit pas. Comment vous comprenez ça? Il ne s'agit pas en fait. C'est une fuite? C'est du mépris? Qu'est-ce que c'est? Non, moi je crois que c'est une fuite. Je crois que c'est une fuite. Ben, c'est évident. Écoutez, à maintes occasions. Mais une fuite, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a tort. Lorsque je vais vous lire juste un passage. Mais comment peuvent-ils... Je viens de vous lire tout à l'heure, je ne sais pas si c'est à l'antenne. Voilà ce que, dans une dernière interview dans Montré Créole, voilà ce que Confiant lui-même dit. Là, il n'y a pas longtemps. C'est le site de Raphaël Confiant. Voilà, mais ce que ces messieurs, dames doivent savoir, c'est que pour ma part, j'ai quitté l'actualité depuis longtemps.
ce club de gentils garçons bien élevés et respectables pour rejoindre le camp de l'islam, etc. Apparemment, il serait devenu musulman. C'est quand je dis quitter le camp de la cruauté. Mais il s'agit de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en définitive, lorsque on est strictement sur un registre idéologique et qu'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de choses, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se perd et devant la confrontation, on ne peut que reculer. Personnellement, je vous le dis très clairement, je suis tout à fait, je l'ai toujours été, disposé à avoir un débat avec, que ce soit Confiant, Chamoiseau, Bernabé ou quiconque sur ce plan. Je n'ai aucune difficulté là-dessus. Ce que je dis, c'est que ma démarche n'est pas une démarche en fait idéologique qui consistera à faire. Je suis pas de l'ordre, c'est pas de l'ordre de l'opinion. Ma démarche est une démarche scientifique, et c'est pour cette raison que, comme je vous le dis, je restitue le discours en fait des historiens qui voient les choses et qui voient que c'est en totale contradiction avec ce que prétendent en fait ces messieurs. Le discours en fait des esclavagistes. Et puis, pour revenir en fait sur le TISCREOL, rappelez-vous que l'association TISCREOL a été créée, mais ce ne sont pas des théoriciens qui sont à l'intérieur. Ils s'appuient sur le travail de Confiant et Chamoiseau et des Bernabé et autres. Mais c'est là, je veux dire qu'eux-mêmes, en fait, ils n'ont pas fait de travail de théoricien. Donc, si, en fait, ce travail de Confiant de Chamoiseau est anéanti, parce que simplement pas fondé, parce que simplement, en fait, nous sommes de l'ordre de l'affectif, nous voulons séduire, nous voulons mettre tous ensemble, etc. Oui, tous ensemble, mais dans quelles conditions? Dans l'apologie du crime, en prétendant en fait que ça a été une bonne chose qu'on soit créolisé, en laissant croire qu'en fait que la relation est pacifique, est pacifiée, est harmonieuse au sein du système esclavagiste, en nous voilant en fait la réalité, parce que lorsque on reconnaît en 2001 l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité, ça a des implications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas dorénavant dire que c'est un crime et puis en même temps dire qu'en fait finalement à l'issue de ça est sorti d'une richesse, etc. Je dis qu'en fait il s'agit de ça. Il s'agit dorénavant en fait d'épurer, si je puis dire sur un plan spirituel, d'épurer en fait le langage, d'épurer les discours, à condition d'être d'accord sur le sens des mots qu'on utilise, et apparemment là il y a un problème de compréhension du sens. Je voudrais en revenir au béquet, par exemple. Camille Chauvet dit que les béquets doivent s'excuser pour ce crime contre l'humanité, justement. Évidemment, ceux d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui l'ont commis, mais s'excuser au nom de leurs ancêtres et s'excuser auprès des descendants des ancêtres des Africains mis en esclavage. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette idée que les béquets devraient s'excuser? Et j'ai presque envie de retirer ma question, parce qu'en fait, je pense aussi qu'ils devraient s'excuser, tout simplement. Et pourquoi ne le font-ils pas? Alors, c'est si simple de oui. de prendre un micro sur n'importe quel média et puis déclarer, voilà, nous avons compris de quoi il s'agit et nous vous adressons simplement nos excuses. Le pape l'a fait, pourquoi pas eux? Alors, je comprends que certaines personnes, y compris vous, en fait, soyez en fait d'accord pour qu'il fasse en fait des excuses. Bon. C'est pas juste d'accord, c'est que je pense qu'ils devraient le faire. Oui, ça apaiserait beaucoup de choses, et s'ils ne le font pas, ça prouve qu'il y a quelque chose qu'ils veulent maintenir. Et c'est ça qui est gênant. Alors, j'attends pas d'excuses en fait des Blancs créoles. Personnellement, ce que j'attends, au contraire, c'est que nous, afrodescendants, nous sortions de l'ignorance, que nous apprenions en fait finalement à nous réapproprier notre système identitaire, que ça ne soit pas l'autre en fait, comme il a toujours fait dès le commencement. Hein. Je vous disais tout à l'heure en fait que le système esclavagiste est bâti sur l'oubli de nous-mêmes. Hein, vous vous rappelez en fait qu'on faisait l'Africain tourner autour de l'arbre de l'oubli, c'est-à-dire en fait, symboliquement en fait, ça signifiait qu'il fallait qu'il oublie sa personnalité pour revêtir une autre personnalité. Et donc, là en l'occurrence, on ne bâtit pas la solidarité d'un peuple, on ne bâtit pas les liens sociaux sur la négation de la vérité. Et là en l'occurrence, personnellement, j'opte pour
je dirais, la restitution de notre histoire pleine et entière avant toute chose. Et s'agissant donc Attendez, la restitution de notre histoire pleine et entière, vous trouvez que nous sommes privés de notre histoire? Il y aura bientôt un colloque, je crois que c'est le 9 décembre, sur l'enseignement justement de l'histoire tel qu'il est vu maintenant par nos historiens. C'est très important. Notre histoire nous est enseignée maintenant, elle est enseignée à nos enfants, elle est enseignée, nous la connaissons, et il est temps maintenant que le monde entier la connaisse et la regarde en face. Elle ne nous est pas niée, notre histoire maintenant. L'histoire, en fait, si elle nous est niée, je crois que oui. Lorsque, par exemple, on prétend en fait apprendre à nous-mêmes et à nos enfants ce qu'est l'esclavage que nos ancêtres ont subi et dont nous ont subi encore les conséquences, et on exclut la connaissance du processus de créolisation, c'est-à-dire en fait pourquoi en fait on a été décervelé, comment le processus, en quoi ça consiste la créolisation des Afro-descendants, eh bien on nous maintient dans l'ignorance. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on ne peut pas comprendre pourquoi, en fait, un Césaire dit, en fait, nous qui n'avons rien inventé, etc. Comment, en fait, on arrive, en fait, à faire des gens dire des choses totalement aberrantes, avec pourtant un niveau d'instruction extraordinaire? Non, mais voilà. Quand Césaire parle de nous qui n'avons rien inventé, ça ne veut pas dire... C'est pas ça qu'il dit en vérité, hein, quand même. Ah non. Je vais vous dire quelque chose. Quand il dit nous n'avons rien à... Si, vous savez, là aussi, ça c'est l'histoire. Lorsque Cheikh Diop en fait a fait son ouvrage en fait Nation, Nègre et Culture, Césaire en a pris connaissance et d'ailleurs Cheikh Diop le dit, c'est un des rares en fait à avoir compris la valeur de son travail. Parce que simplement, en effet, à cette époque, il ne savait pas, lorsque Cheikh Diop a fait la démonstration que l'Égypte antique était nègre, eh bien, là, à ce moment-là, nos intellectuels, nos instruits, en fait, ne savaient pas ces choses-là. Et il a fallu se battre, en fait, sur ce plan. Et pas parce que les Noirs ne savaient pas ça, d'une manière générale, parce que l'histoire est là et nous permet de le constater que les Noirs ont su ça, ils le savaient. Mais, là, à ce moment-là, il y avait cette ignorance. Et donc, lorsqu'il dit ça, il faut mettre cette parole, lorsqu'il dit cette parole, en fait, nous n'avons rien inventé, il faut mettre ça dans son contexte, en fait. Et il y a une ignorance extraordinaire de nous-mêmes à cette époque. Ça, il faut le savoir. Je ne l'ai pas vu comme ça. Non, enfin, mais c'est pourquoi... Pour moi, c'est dans les écrits de Césaire, c'est la parole, justement, du colonisateur qui pense que nous n'avons rien inventé, nous n'avons rien... Mais Césaire connaît l'histoire de l'Afrique. Il sait qu'il y a eu des grands royaumes en Afrique, etc. Il le sait quand il écrit ça. Oui, mais lorsqu'il dit que nous n'avons enfin, on va pas s'étendre là-dessus. Mais ce qui est important lorsqu'on lit en fait un ouvrage, c'est aussi en fait de pouvoir le contextualiser et contextualiser son auteur. Oui. Et voilà, oui. Tout à fait. Et ce qui va créer une vraie dynamique, je dirais, au sujet de la production intellectuelle et matérielle en fait de la civilisation noire, c'est précisément l'Égypte antique. C'est pas du tout en fait les royaumes, etc. Ça en fait, ça reste des créations qui n'ont pas su créer cette émulation et cette certitude en fait que nous étions des créateurs. Revenons-en au créole. Revenons-en à cette notion de créole et surtout de créolité dont je rappelle que vous dites que c'est une idéologie raciste. Hein. Donc vous traitez nos Bernabé, Confiant et Chamoiseau de racistes d'une certaine manière. C'est très fort. Enfin, je veux dire, vous allez loin dans vos considérations, mais on peut les comprendre. Donc vous parlez dans votre livre de la lettre de Lynch, notamment, dont j'ai eu l'occasion de parler dans d'autres émissions, et on a essayé de comprendre un petit peu et de faire savoir, et beaucoup de gens ne savent pas. Et d'ailleurs, il y a au Robert une pointe qui s'appelle Pointe Lynch. Est-ce que vous pensez que c'est le nom de cet esclavagiste que porte la pointe au Robert? Parce que ce serait une honte pour nous, là. Mais
Oui ou non? Oui, Vous pensez que c'est ce lynch-là dont il s'agit? Je pense que c'est ce lynch. Ou lynch, certains disent voilà, lynch. Lynch ou lynch, en fait. En tout cas, c'est de ce nom que vient le mot lyncher. Hein, tout à fait. Je pense en fait qu'il s'agit de ça. En tous les cas, je connais des amis qui travaillent là-dessus et des personnes très engagées, notamment l'association, un collectif en fait, Numat Ninche, qui se bat pour que ça soit débaptisé, que ça porte notre nom. Donc, je salue ce combat. Excusez-moi Dominique Monotuka, mais vous êtes président d'une association dont nous n'avons pas parlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots et nous dire comment elle s'appelle? Oui, alors l'IREA, Institut de recherche et d'études de l'histoire des Amériques. Alors, Institut de recherche et d'études de l'histoire des Amériques. D'accord. Et justement, là, nous avons en 2004 en fait décidé de créer cet institut. Il y a un certain nombre de personnes en fait. Qui par exemple et Émile en fait. Oui. Émile Yadi, à la création Juliette Smeralda, sociologue. Voilà, Émile Yadi qui est historien et professeur et scientifique aussi, disons mathématicien. Mathématicien ou physicien, je ne sais pas. Oui, ce serait plutôt. Voilà, dans tous les cas, voilà. Il y a encore Sylve Chélin, qui lui est sociologue, qui est à la création. Il y a qui d'autre encore? Il y a un certain nombre en fait de personnes. Il y a Mathieu Kela. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre objectif? Notre objectif en fait, c'est nous proposons une nouvelle approche en fait de notre histoire carrément. Cette manière en fait qui consiste en fait à aborder l'histoire toujours sous un mode de l'amnésie, de la négation, de la complaisance, etc. Et qui consiste finalement à cacher des pans entiers en fait de notre histoire, juste en fait pour vivre de manière complaisante dans un espace en fait, je dirais très conflictuel. C'est une critique que vous faites à nos historiens? C'est une en tous les cas, nous n'avons pas choisi cette approche-là. Alors, tous ceux qui se reconnaissent dans Est-ce que ça veut l'approche, dire que vous considérez qu'aujourd'hui encore, l'histoire est racontée par les chasseurs et pas par les lions? Je dirais que on pourrait dire ceci, mais je dirais ça autrement. Je dirais que les lions, en fait, connaissent leur histoire pour beaucoup, mais n'ont pas su jusqu'à présent l'instituer. C'est-à-dire, en définitive, la puissance institutionnelle, en fait, est entre les mains de l'autre, du chasseur. Et qui fait que le lion a beau savoir, mais ça reste dans la clandestinité, dans l'espace privé, et puis on tourne en rond, alors que ce qui est institué, qui est la structurelle, en fait, qu'on nous rabâche, en fait, systématiquement, et qu'on étudie de manière officielle, il faut l'âtrer, et finalement, nous maintient dans l'ignorance. Alors, Dominique Monotuka, vous n'êtes pas créole, on l'a compris, vous refusez qu'on vous appelle créole. Qui est créole? Qui est créole? C'est une question très pertinente. Peut-être qu'il fallait commencer par là. En tous les cas, je crois que nous l'avons quand même bien analysé. Être créole, c'est quoi dans le système esclavagiste? Les choses sont très claires. Il y a le nègre créole. Il faut distinguer. Je vais commencer par le blanc. Il faut distinguer le blanc dit créole et le blanc dit européen, ou blanc tout court, durant la période esclavagiste. Nous sommes dans la période, parce que c'est là que prend naissance ceci. Et qu'est-ce qui distinguait le blanc créole du blanc européen ou du blanc tout court? C'était précisément le fait que le blanc créole, dit celui qui est créolisé donc, avait intégré les valeurs esclavagistes et fonctionnait de manière bien, je dirais, selon ces valeurs-là. Et donc, le blanc créole, c'est un colon. C'est un colon, mais l'autre aussi c'est un colon. Le blanc européen est un colon, mais ce qui se passe, c'est qu'il arrive en fait de France, il a bien ses valeurs racistes, certes, mais il n'est pas aussi imprégné des valeurs esclavagistes. Et le blanc créole est censé être le maîtriseur du système, celui qui sait comment gérer la chose. C'est lui en fait. Est-ce que le créole, le blanc créole est martiniquais pour vous? Est-ce qu'il est martiniquais? Oui. Mais alors, là aussi, être martiniquais veut dire quoi? Est-ce que être martiniquais, globalement, je vois deux identités lorsqu'on parle de martiniquais. L'identité, je dirais,
nationale institutionnelle. Bon, l'identité martiniquaise n'existe pas sur le plan institutionnel. Oui. Et puis l'identité sociologique, historique. Bon, alors, à partir de là, est-ce qu'il est martiniquais? À partir du moment en fait où nous partageons en fait une même socialité, une même culture, chacun à son niveau, un même pays, etc. J'y vois pas d'inconvénient, mais les choses. Mais vous avez quand même du mal à dire oui, il est martiniquais, ou non, il n'est pas martiniquais. J'ai du mal parce que ce sont. Est-ce qu'il a. Oui, pourquoi je dis j'ai du mal? Parce que être martiniquais, c'est une identité. Et cette identité, en fait, elle n'est reconnue, elle n'est pas vraiment reconnue. Elle est reconnue par nous. Voilà, par nous. Donc oui. vous voyez, nous sommes de la subjectivité. Oui. Donc moi, je peux le reconnaître comme je peux ne pas le reconnaître. Et je ne crois pas que ça change grand-chose sur le fond. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse en fait instituer cette identité et voir à partir de là, en fait, ce qu'on en fait. À ce moment-là, ça prend du sens. Oui. Mais là, en fait, je veux dire, combien d'années qu'il faut vivre en fait en Martinique pour être martiniquais? Là aussi, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, tout ceci, et qu'est-ce qu'il faut connaître en fait? À quel niveau d'intégration culturelle, en fait, que l'on reconnaît qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas, etc. etc. Bon, celui qui est né ici et qui a vécu ailleurs, en fait, est-ce que parce qu'il est né ici, il l'est? Et là, nous voyons, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'accord. Les choses sont complexes. On a compris. Dans votre livre, vous parlez de civilisation nègre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La civilisation nègre. Une civilisation nègre. Alors, enfin, il me semble qu'il y en a plusieurs. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là quand vous parlez de civilisation nègre? Voilà, la civilisation nègre. Alors, ce qui... j'ai un ouvrage, en fait, qui va bientôt sortir. Un autre? Oui, tout à fait. Ouais. Que j'ai intitulé Moon, qui veut dire personne humaine dans notre langue martiniquaise. Personne humaine. Jean. Voilà, Jean, personne humaine, être humain, sans Moon. Voilà. Eh bien, ce qui caractérise une civilisation, d'abord, c'est sa vision métaphysique. C'est-à-dire sa conception métaphysique de l'être humain. Et en l'occurrence, nous avons été confrontés à une autre vision, justement métaphysique de l'être humain, qui est la vision européenne, et qui est une vision en fait qui classifie les êtres humains en nature. C'est ce que j'appelle la vision créole, justement, et qui consiste en fait à postuler qu'il y a plusieurs natures humaines ou essences humaines. Et qui veut dire quoi? Qui veut dire que la différence de couleur qui peut avoir existé entre vous et moi, eh bien, renvoie à des différences de nature. Et par conséquent, vous serez, par exemple, je le dis au pifomètre, vous êtes Sakrata, Griffon, Mamelouk, et moi, je ne sais pas, autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on distribue les humanités, etc. Et tout le système créole est bâti sur ça. Il y a des classifications, etc. Et cette vision, c'est celle en fait qui va exploser avec Hitler en Europe et qui va dire en fait que finalement vous n'êtes pas des vrais blancs, en fonction de votre, et qui va classifier les blancs aussi, c'est pas seulement, voilà. Alors, durant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, cette vision-là n'est pas celle qui caractérise notre civilisation. Et c'est pour cette raison que notre civilisation a cette force, cette dimension qui permet à intégrer toutes les nuances de couleur de peau. Un noir, un nègre, une négresse peut avoir toutes les nuances de couleur de peau, tous les phénotypes. On a cette puissance, je parle de puissance métaphysique. Et c'est ce qui caractérise notre civilisation, cette capacité en fait à intégrer toute l'humanité entière. Donc nègre, ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de façon de voir le monde et d'appartenir au monde. Ah oui, mais nécessairement. L'être humain, il est d'abord ontologique. Il est d'abord un être. Et en tant qu'être, il se pose au monde et il dit ce qu'il est au monde et ce qu'est le monde. Et en l'occurrence, c'est la vision métaphysique qui est déterminante à ce moment-là. Et donc, c'est selon cette vision métaphysique que va être établi, que va être produit un système social, relationnel, etc. Et qui fait que
nous n'avons pas de difficulté à nous reconnaître comme faisant partie, je dirais, de la humanité. Et notre difficulté, c'est quoi? C'est que nous sommes confrontés en face à une vision du monde que j'appelle la vision créole, qui est basée sur les notions de race pure et de race impure. Et donc toute sa dynamique consiste finalement à sauver la race. À sauver la race. Et à nous emmener à y adhérer. À adhérer à cette idée qu'en fait, que par exemple, justement, le processus de créolisation consiste en quoi?